2 millions de réfugiés, autant de déplacés et des risques même pour les pays voisins, Jordanie, Liban, Turquie. Donc nous avons, et j'en remercie le président Poutine, il n'y était pas obligé, nous avons eu cet échange qui a duré et qui a au moins permis 2 points d'accord, même si il y a des désaccords qui subsistent. Le point d'accord, c'est que tous les pays présents au G20 condamnent l'utilisation des armes chimiques. Le second point d'accord, c'est que les indices étaient concordants. Il y a bien eu usage des armes chimiques en Syrie, le 21 août. Et le rapport des inspecteurs de l'ONU est justement chargé d'en apporter confirmation. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui s'est exprimé le premier lors du dîner d'hier soir, a confirmé qu'il allait demander à ses inspecteurs, autant qu'il sera possible, de publier les résultats de leurs travaux dans les meilleurs délais. Et chacun a pu convenir, c'était également un point d'accord, que le plus tôt serait le mieux. Sur quoi y a-t-il des accords? Je ne vous apprends rien. Sur la responsabilité de ce crime, de cette exaction qui consiste à gazer la population. Bon nombre de pays, dont la France, ont suffisamment d'éléments, suffisamment d'indices, suffisamment de conclusions d'un certain nombre de faits incontestables pour dire que c'est le régime qui a commis cet acte insupportable, ce massacre chimique. Je l'ai dit suffisamment tôt et tout ce que nous avons depuis va dans le même sens. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Et certaines analyses viendront confirmer cette position, cette affirmation. D'autres pays, et notamment la Fédération de Russie, contestent et prétend, je n'invente rien, le président Poutine l'a encore rappelé dans sa conférence de presse, que ce serait l'opposition qui aurait gazé ses propres quartiers, sa propre population, pour provoquer une intervention. Donc nous sommes là, de ce point de vue, en désaccord. Il y a une autre question qui a fait débat, et là aussi, c'était parfaitement légitime, de savoir qui devait prononcer la condamnation, la sanction. Bien sûr que la France considère que ce sont les Nations Unies qui sont les seules instances légitimes, le Conseil de sécurité, pour prononcer les conclusions liées à une violation d'un traité international, et pas n'importe lequel, le protocole de 1925, vieux de 90 ans et qui a banni les armes chimiques. Mais il se trouve, et de ce point de vue, nous avons eu plutôt confirmation de cette attitude, que le Conseil de sécurité est bloqué depuis 2 ans. Alors, il y a certains pays qui disent qu'il faut aller encore vers le Conseil de sécurité. Nous verrons bien. Et d'autres qui disent, posons-nous la question, si le Conseil de sécurité continue de bloquer et empêche qu'il puisse y avoir la réponse adéquate, la réplique indispensable à une agression chimique. Voilà ce qu'a été le débat. Il n'a pas pu être conclu, chacun peut ici le comprendre, mais moi je veux en tirer un certain nombre d'enseignements. Premièrement, le rapport des inspecteurs. Il doit être délivré le plus tôt possible
Et ce sera un élément d'appréciation. Deuxième enseignement. Il y a une exigence de la communauté internationale qui est de tirer les conséquences d'une violation du droit international. Troisième enseignement. Le mieux serait que le Conseil de sécurité puisse être le cadre de cette condamnation, puisque la mission des inspecteurs est une mission des Nations Unies. Et qu'à partir de là, ce devrait être là où la conclusion se tire. Si tel est le cas, tant mieux. Si tel n'est pas le cas, une large coalition devra se forme en ce moment même, pour rassembler tous les pays qui n'acceptent pas qu'un pays, un régime devrais-je dire, puisse utiliser les armes chimiques. Enfin, les Européens doivent travailler ensemble. C'est ce qu'ils font en ce moment même et encore demain pour au moins se mettre d'accord sur ces principes simples. Nous devons prohiber les armes chimiques, nous devons condamner ceux qui les utilisent. En Syrie, les armes chimiques ont été, hélas, mises en œuvre. C'est le régime qui en est responsable et nous aurons à en tirer toutes les conclusions. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tire comme enseignement de ce G20. Et à tous égards, il aura été utile, très utile, pour ce qui concerne l'économie, la croissance, l'emploi, la régulation, la préparation de la conférence climat, la lutte contre l'évasion fiscale. Oui, cette instance qui avait été créée pendant la crise, pour lutter contre la crise, c'est une instance qui maintenant va être au service de la croissance et de l'emploi. Et de tout ce qui pourra y contribuer, y compris le développement, y compris dans sa dimension climatique. Et même le G20 aura été utile pour rassembler des pays par rapport à la situation en Syrie. Et la France y aura contribué à sa place, aussi bien pour les questions économiques que pour la question syrienne. Je suis prêt à répondre à vos sollicitations. Bonjour Monsieur le Président, Thierry Arnaud de BFM TV. Vous êtes venu ici, vous l'avez dit, au G20 défendre la position de la France et chercher des soutiens politiques, en particulier auprès de vos partenaires européens. Alors ces soutiens, avez-vous le sentiment de les avoir obtenus? Le soutien de qui? De quelle manière vous semble-t-il que la position de la France sur la Syrie sort renforcée de ce G20? Et une question sur un tout autre sujet, si vous le permettez, celui des dernières violences à Marseille. Votre ministre de l'Intérieur annonce un pacte national, une réunion, une table ronde avec des élus sur place. Mais vous, Monsieur le Président, quel message voulez-vous adresser aux Marseillais après ces violences ce soir? Que comptez-vous, que pouvez-vous faire de plus pour améliorer la situation de Marseille? Je répondrai plus tard à votre question sur Marseille. Elle viendra, vous me le rappellerez si je venais à manquer à cette promesse. Je ne veux m'intéresser pour l'instant qu'à ce qui s'est dit au G20 et à ce qu'a fait le G20. Vous me demandez si la position de la France, pas seulement la position de la France, avait été comprise, entendue, et notamment par nos amis européens. Je rappelle que le G20, ce n'est pas une réunion européenne, c'est une réunion des pays qui représentent le monde d'aujourd'hui, même si ce n'est qu'une partie même de la communauté internationale. Je pense qu'il y a une majorité de pays participant au G20 qui sont sur la position de la France, des États-Unis, c'est-à-dire le refus de l'arme chimique, sa condamnation et une riposte appropriée. Pour ce qui concerne les Européens proprement dit,
ils auront à affirmer une position à travers les ministres des Affaires étrangères aujourd'hui, voire demain. Déjà, les ministres de la Défense se sont réunis. Qu'ont-ils dit, les ministres de la Défense européens? Qu'il y avait bien eu l'arme chimique utilisée en Syrie et que les indices les plus convergents allaient vers la responsabilité du régime syrien. Ça, ce sont les Européens qui ont commencé à le dire et qui vont continuer à l'affirmer. Après, sur la question de l'intervention, je l'ai plusieurs fois rappelé, il y a des pays qui ont des responsabilités particulières, la France en est un. D'abord parce qu'il a des capacités militaires pour agir. Ensuite parce que je me suis déjà exprimé en disant que la France n'accepterait pas que ce massacre chimique puisse rester impuni. Et donc, nous allons maintenant attendre la décision du Congrès, du Sénat américain, de la Chambre des représentants, puis le rapport des inspecteurs. Et au vu de ces éléments, j'aurai à prendre, là encore, des décisions. J'ai dit que j'en informerai le pays. Et ce que je peux ici vous confirmer, c'est que cette position est comprise, notamment par nos amis européens. Monsieur le Président, bonsoir. Yves-Michel Riot du journal Le Monde. Deux questions sur le calendrier. Vous venez de dire que vous allez attendre le rapport des inspecteurs de l'ONU. Est-ce que cela signifie que vous excluez toute intervention éventuelle avant la publication de ce rapport? Et lorsque vous évoquez la tentative de ralliement d'un soutien européen à la position politique française, est-ce que, même question, si vous ne l'obtenez pas, est-ce que vous envisagez d'intervenir quand même? Merci. Quel est le calendrier? Le Congrès aura à se prononcer à partir du 9 septembre aux États-Unis. Pour m'être entretenu avec le président Obama il y a quelques minutes, il m'a plutôt été indiqué que les votes ne pourrait avoir lieu qu'au milieu de la semaine prochaine. Pour ce qui concerne le rapport des inspecteurs, et c'était ce que nous demandions au secrétaire général de l'ONU, et ce qu'il a bien voulu essayer de faire obtenir de la mission, c'est que le rapport serait connu, je ne veux pas donner de date, ce n'est pas à moi de le fixer, mais assez rapidement. Et que ça peut être aussi un élément d'appréciation pour élargir la coalition qui devra se former. Après, puisque l'ONU est chargée de cette mission d'inspection, les organes auront à en être saisis. Et c'est à ce moment-là que des responsabilités devront être prises. Les Européens, chacun a ses règles, chacun a ses traditions, chacun même a ses positions. Une fois rappelé la condamnation de l'usage des armes chimiques, de l'imputabilité claire maintenant qui peut être faite au régime, et ensuite de la nécessité d'une sanction. Je pense que c'est l'appui politique qu'on peut attendre de l'Europe. Mais sur l'intervention, si elle devait avoir lieu, dans le cadre de l'ONU ou hors du cadre de l'ONU, si le Conseil de sécurité était bloqué, la France serait prête à prendre cette responsabilité. Je ne demande pas que d'autres le fassent, mais elle s'associerait à une coalition qui pourrait se former dans cette perspective. Valérie Nataf, TF1 LCI. Vladimir Poutine, lors de sa conférence de presse finale, vient de déclarer qu'il soutiendrait militairement, donc il continuerait à soutenir le régime en cas d'intervention militaire américaine ou française. Est-ce que ce sommet n'a finalement pas contribué à mettre Vladimir Poutine de nouveau au devant de la scène internationale? Nous sommes où, Madame Valérie Nataf?
à Saint-Pétersbourg, qui est le pays qui nous invite, d'ailleurs dans des conditions tout à fait agréables. C'est le président Poutine. Il a présidé les débats. C'est d'ailleurs ce qui se passe pour chaque G8 ou chaque G20. Il a défendu ses positions. Je les avais déjà entendues dans les rencontres que nous avions pu avoir et à Paris et à Moscou ces derniers mois. Elles n'avaient d'ailleurs pas changé, malgré l'aggravation de la situation en Syrie. Il avait au G8, vous vous en souvenez, c'était en Irlande du Nord, dit qu'il cherchait une solution politique, ce que d'ailleurs, je rappelle, nous cherchons tous la solution politique. C'est aussi un point d'accord. Mais le jour même du G8, au moment où il se clôturait, il annonçait qu'il allait continuer à livrer des armes au régime syrien. Et aujourd'hui, pour le G20, il en fait confirmation. Bon, donc nous savons sa position. Il a même, puisque il en a dit l'essentiel publiquement, prétendu que c'était l'opposition qui avait utilisé les armes chimiques. Ce qui d'ailleurs permet déjà d'acter que les armes chimiques ont bien été utilisées. Et lui, il pense que les armes chimiques ont été utilisées par l'opposition, je ne sais comment, puisqu'elle n'en possède pas, je ne sais par quel projectile, puisqu'il n'en dispose pas. Tout cela pour justifier l'intervention, avec des armes chimiques qui auraient gazé un quartier qui est plutôt tenu par l'opposition. C'est la position de M. Poutine. Il l'a exprimé dans ce G20. Donc, de ce point de vue-là, les positions sont restées les mêmes. Sauf que, depuis le G8 jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé un fait qui change la nature même du conflit syrien. Il était déjà horrible, il était déjà meurtrier, il était déjà grave dans ses conséquences. Mais là, le 21 août, il y a eu des armes chimiques qui ont été utilisées. Ça en change la nature. Et ça appelle une réaction de la communauté internationale. C'est ça qui a changé. Et d'ailleurs, le G20 l'a constaté. Nous n'aurions pas parlé de la Syrie de la même manière s'il n'y avait pas eu la découverte que les armes chimiques avaient été utilisées. Et donc chacun aura à en tirer les conclusions. Je reviens sur la solution politique. Il y a une formule qui est utilisée et par Barack Obama, par les Européens, par moi-même. C'est la suivante. Il n'y aura pas de solution militaire au conflit syrien. La solution, elle est politique. Mais l'action militaire peut accélérer la solution politique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que si des sanctions devaient être prononcées, si une riposte proportionnée, limitée, ciblée devait être décidée, y compris par la France, ça n'aurait pas pour objet de renverser le régime, en aucune manière d'intervenir pendant des semaines et avec des troupes au sol. Nous ne sommes pas du tout dans ce cadre de figure. Mais cette réponse, cette réplique, cette riposte aurait pour conséquence d'aller vers la solution politique. Ceux qui imaginent qu'on peut faire une solution politique avec un régime qui massacre, qui gaze et qui entend liquider ceux qui lui font opposition, s'ils pensent cela, qu'il y aura une solution politique en laissant faire, ça fait maintenant près de 2 ans que ça dure, et ça continuera, mais ça ne continuera pas simplement en Syrie, ça continuera dans toute la région, ce à quoi je me refuse. Oui ? Oui, Camille Langlade Oui. pour iTélé. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir.
Au sortir de ce G20 où vous avez pu apparaître isolé, selon certains observateurs, cela va être à votre retour en France peut-être plus difficile encore de convaincre l'opinion. Envisagez-vous toujours un vote, oui ou non, sur cette question, et comment allez-vous tenter de convaincre l'opinion française sur ce sujet? Merci. Alors d'abord, parlons des observateurs. Les observateurs, une formule pour dire ceux qui commentent l'actualité, j'imagine. Faut-il encore qu'ils regardent bien? Isolés. Je viens de prendre connaissance d'une déclaration commune en marge du G20 de signataires qui reprennent les positions de la France, des États-Unis, d'autres, sur la condamnation de l'attaque chimique, sur les preuves qui indiquent la responsabilité du gouvernement syrien dans cette attaque et sur la nécessité d'une réponse internationale à cette violation grave des règles et des valeurs universelles. Vous verrez qui sont les signataires et après vous me parlerez de qui est isolé et de qui ne l'est pas. Il n'en reste pas moins que l'opinion, je l'entends, je l'écoute, l'opinion. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, on a déjà eu l'Irak, puis l'Afghanistan, puis la Libye. Est-ce qu'on est sûr qu'on ne va pas encore une fois se mettre dans une aventure qui peut durer des mois, des années? Qu'est-ce que je réponds? La première décision que j'ai eu à prendre comme président de la République, c'est de retirer plus vite qu'il n'avait été prévu nos forces combattantes d'Afghanistan. Ça a d'ailleurs été la première conversation que j'ai eue avec le président Obama, pour lui faire comprendre que nous considérions que nous pouvions, sans rien modifier de nos alliances, nous retirer dès la fin de l'année 2012. Je l'ai fait. Ensuite, dois-je rappeler que la France, sur la guerre en Irak, enfin la deuxième, avait pris la position que l'on sait et n'y était pas allé, et à juste raison. Ce qui explique que nous n'avons pas forcément, comme dans d'autres pays, à en faire l'analyse. Enfin, sur la Libye, il y a eu une intervention, je l'ai soutenue à l'époque. Et s'il y avait eu un vote, j'aurais voté. Parce que je considérais qu'il y avait un danger pour la population libyenne et pour l'opposition libyenne d'être massacrée. Ensuite, j'ai pu regretter qu'il n'y ait pas eu le suivi, l'encadrement, l'accompagnement, et nous connaissons ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Et donc, si je suis amené à prendre une décision sur la Syrie, c'est pas du tout pour rentrer dans une aventure ou une procédure qui durerait avec nos forces armées engagées des semaines. C'est simplement par rapport à ce que je considère être la responsabilité de la France. Et si j'étais simplement en train de regarder ce que sont les sondages, mais je n'avancerai sur aucun sujet. Celui-là est plus grave encore que d'autres. Mais je suis le président de la République avec les missions qui me sont conférées par nos institutions. Et ce qui doit être uniquement mon obsession, le sens de mon action, c'est est-ce que c'est utile à la France et est-ce que c'est utile au monde? Voilà ce qui va me déterminer. Oui, Monsieur le Président Hervé Asquin de l'AFP. Vous avez dit il y a quelques instants que vous aviez l'intention d'attendre le vote du Congrès, mais aussi le rapport des inspecteurs. Alors, est-ce à dire que vous excluez formellement une intervention militaire en Syrie avant que ce rapport ne soit publié? Et en avez-vous parlé avec celui qui est désormais votre plus proche et meilleur allié, le président américain Barack Obama?
Oui, je vous confirme que j'ai parlé à Barack Obama. En soi, ce n'est pas une information. À chaque sommet, nous parlons. Il se trouve que là, nous sommes dans une situation où nous avons, ce n'est pas la première fois, les mêmes positions. Et parce que je ne considère pas qu'être sur la même position que Barack Obama, ce soit un problème pour la France. Ce serait un alignement par rapport aux États-Unis. Enfin, là aussi, j'ai montré suffisamment d'indépendance d'esprit et la France suffisamment d'indépendance pour ne pas être là-dessus en mauvaise conscience. En plus, Barack Obama est un dirigeant qui s'est fait élire dans son pays justement sur un principe qui était de ne pas aller dans des interventions qui n'auraient pas été maîtrisées. Et je rappelle qu'il s'était opposé à la guerre en Irak. Vous parlez d'une compagnie, je préfère celle-là à d'autres. À partir de là, vous me demandez, est-ce qu'on va attendre le rapport des inspecteurs? Oui, puisqu'il va arriver. Et que ce rapport des inspecteurs, même si vous savez que le mandat est limité, puisque le mandat des inspecteurs, c'est de savoir s'il y a eu des armes chimiques ou il n'y a pas d'armes chimiques. Nous savons déjà qu'il y a des armes chimiques, mais c'est important que les inspecteurs en disent encore davantage s'ils le peuvent. Donc oui, nous allons attendre le rapport des inspecteurs, comme nous attendons la décision du Congrès. Parce que là aussi, il n'avait jamais été question que la France puisse faire la riposte seule. Non pas qu'elle n'aurait pas été capable militairement de le faire, hein, et parce que nous considérons qu'une riposte par rapport à la violation d'un droit international aussi fondamental que la transgression liée à l'usage des armes chimiques appelle une coalition large. Donc, quand Barack Obama a souhaité associer le Congrès à sa décision, nous avons considéré que c'est un délai que nous pouvions prendre, et d'ailleurs qui correspondait à cette remise du rapport des inspecteurs. Donc pour nous, c'était assez cohérent d'attendre et le Congrès et le rapport des inspecteurs. Et après, une fois que j'aurai tous ces éléments-là, je m'adresserai à la nation pour faire connaître mes décisions. Je vous en prie. On en prend les deux qui sont devant moi. Oui, Jean-Paul Chapelle, France 2. Est-ce que votre expérience militaire au Mali vous conforte dans l'idée qu'on peut être en première ligne, seul ou presque seul, et avoir raison quand même? Lorsque j'ai, effectivement, dans une situation différente, où les terroristes avançaient sur Bamako et où il convenait d'agir très vite. Lorsque j'ai donc demandé aux forces armées d'intervenir pour empêcher cette agression et ensuite pour libérer le territoire du Mali, qu'ai-je entendu? Des observateurs. On va rester sur les observateurs. Et puis d'autres aussi, qui ne sont pas qu'observateurs, qui ont été acteurs dans le passé et qui prétendent l'être pour la suite. Qu'est-ce que j'ai entendu? La France est seule, elle est isolée, elle n'a pas convoqué les Européens, elle n'a pas encore eu l'accord formel des Nations Unies. Imaginez que j'ai pris cette précaution de dire les terroristes avancent, ils sont bientôt sur Bamako, mais nous allons demander une réunion du Conseil européen qui va prendre plusieurs jours. Puis ensuite, une réunion du Conseil de sécurité qui va prendre plusieurs jours. Mais c'en était fini. C'en était fini du Mali. Enfin, du Mali au sens du Mali tel qu'il est redevenu, c'est-à-dire libre, indépendant, souverain et démocratique. Ensuite, j'ai eu l'appui des Européens qui ont soutenu et même accompagné et même encadré et formé les troupes africaines. Et je les en remercie, les Européens, de leur solidarité. De la même manière, le Conseil de sécurité nous a donné mandat. Si je reviens dans une situation différente pour la Syrie, la responsabilité de la France est particulière. Elle a des capacités militaires que d'autres pays n'ont pas.
elle a aussi une position. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Combien d'Européens sont membres permanents du Conseil de sécurité? Donc à partir de là, j'essaye de faire que les Européens se retrouvent au moins sur la position politique et puissent ensuite comprendre ce que nous aurons à faire, et j'essaye de travailler le plus étroitement possible avec tous les Européens. Et dans le cadre, autant qu'il est possible, de l'ONU, en sachant que pour l'ONU, il y a le blocage. Il y a quelques minutes, dans sa conférence de presse, a expliqué qu'il était un peu plus difficile que prévu, semble-t-il, de réunir une majorité au Congrès. J'imagine que vous avez eu cette discussion. En cas de vote non au Congrès américain, que feront la France et les États-Unis? Est-ce que vous lancerez quand même des représailles militaires sur la Syrie? Alors je ne peux pas répondre à la place du président Obama. Donc que ferait-il dans ce cas de figure? J'imagine qu'il respecterait le vote du Congrès, sauf circonstances exceptionnelles, mais vraiment, je n'ai pas à m'exprimer, et donc je me refuse à le faire. Qu'est-ce que ferait la France? Je l'ai déjà dit. Elle ne pourrait pas avoir cette large coalition, et elle aurait nécessairement à prendre une autre décision. Cette décision serait d'amplifier le soutien que nous avons à prodiguer à la coalition nationale syrienne, c'est-à-dire de lui donner tous les moyens de pouvoir faire cette pression militaire et permettre la solution politique. Donc nous ne serions pas dépourvus, nous ne pourrions pas réagir à l'agression chimique. Et ça aurait, au-delà de savoir ce que ferait la France, ça aurait des conséquences que vous devez avoir à l'esprit. Ça voudrait dire qu'un dictateur qui utilise l'arme chimique, qui massacre près de 1500 personnes, dont beaucoup d'enfants, n'aurait aucune sanction de son acte. Ça voudrait dire, en Syrie ou ailleurs, que d'autres dictateurs pourraient le faire, en toute impunité. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de respect d'un accord international fondamental qui interdit l'usage des armes chimiques. Ça voudrait dire que la prolifération connaîtrait un développement qui menacerait notre propre sécurité. Ça voudrait dire que d'une certaine façon, nous aurions abandonné notre rôle à l'échelle du monde. Et que, loin d'avoir la paix, nous aurions toutes les conditions d'un déchaînement de bon nombre de conflits. Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas de savoir qui va intervenir ou qui ne va pas intervenir. Je préférais que ça se fasse de la manière la plus large dans le cadre des Nations Unies. Ça veut dire, est-ce que nous préservons la paix ou pas? Ceux qui disent, n'intervenez pas en Syrie parce que nous voulons la paix, et ils sont de bonne foi, en réalité, laisseront des dictateurs faire la guerre à leur peuple, dans un premier temps, et au monde, dans un second temps. Je veux terminer, M. Mikosi, parce que c'est vous, et après je vais revenir sur Marseille. Courte question. Juste une très courte question. Vous avez comparé tout à l'heure un petit peu avec la Libye. C'est un des arguments, effectivement, on va dire, des russo-chinois, c'est de dire, bon, et s'il y a une intervention, on va accompagner un processus politique. Qui va accompagner ce processus politique? Comment? Faut-il un processus comme au Kosovo, mettre sous tutelle la Syrie pendant un moment? Bref, qu'est-ce qui se passe après? Ce qui est clair, c'est que la réponse ne peut pas être simplement la riposte à la violation d'un accord international et d'une agression chimique. La réponse doit être un processus. Ce processus, c'est de mettre toutes les parties prenantes autour de la table et d'avoir une issue politique. Là aussi, le débat n'est pas entre ceux qui veulent une solution politique et ceux qui n'en veulent pas. Le débat est entre ceux qui veulent une solution
politique le plus rapidement possible, ou ceux qui prétendent en vouloir et la repoussent à chaque fois. Et pour avoir une solution politique rapide, il faut qu'il y ait une pression militaire. Sinon, le régime d'Assad considérera, je vous renvoie à l'interview du Figaro, et on ne remerciera jamais assez le Figaro pour son sens civique que d'avoir permis à l'opinion française d'être éclairée par l'interview de ce dictateur. Mais maintenant, nous savons qu'il veut liquider son opposition, qu'il n'est pas dans une démarche de solution politique, dans une démarche d'écrasement et de mensonge, puisqu'il prétend qu'il n'a pas d'armes chimiques, alors que chacun sait que les stocks y sont nombreux. Voilà pourquoi je pense que nous devons avoir, et l'expérience libyenne est de ce point de vue éclairante, nous devons avoir un processus qui soit complet, cohérent et étalé dans le temps. Alors, oui, comme ça je répondrai après à votre question sur Marseille, comme ça vous aurez... La question est la suivante. Logique. Merci beaucoup. En annonçant des semaines à l'avance à Bachar el-Assad qu'il risque d'être frappé, on imagine bien que le président syrien ne reste pas là les bras croisés, mais qu'il dissimule, qu'il disperse, qu'il cache, qu'il prend un certain nombre de mesures pour anticiper ce qui pourrait être une attaque. Est-ce qu'au fond, cette attente ne risque-t-elle pas de nuire gravement à l'efficacité de cette mission? Est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à un moment où ça serait trop tard d'une certaine façon? Certains pourraient dire que ça fait 1 an et demi qu'il dissimule, qu'il cache, qu'il s'organise. Sûrement a-t-il pris des dispositions depuis quelques jours. Nous ferions en sorte, pour la France, de ne viser que des cibles militaires, pour éviter justement qu'ils puissent laisser penser qu'il y aurait des victimes civiles. Mais, vous savez, un dictateur ne peut pas tout prévoir. Et la démocratie s'honore d'avoir des temps différents que ceux des dictateurs. Mais les démocraties ne peuvent pas, parce qu'elles ont des règles, parce qu'elles ont des procédures, parce qu'elles ont des temps, parce qu'elles ont du respect, ne peuvent pas être faibles. Leur force, c'est justement le temps qui est nécessaire pour faire comprendre aux opinions publiques le sens des décisions à prendre. Mais leur force aussi, c'est de faire respecter le droit. Et puisque je parle de démocratie, puisque je parle du droit, puisque je parle de la force, il y a la question que vous m'avez posée sur Marseille. Le gouvernement, depuis 1 an, a mis des moyens supplémentaires, a décidé de mettre en place des zones de sécurité prioritaires, de lutter contre les trafics. Ça prend du temps, ça a des effets. La délinquance sur les quartiers où une zone de sécurité prioritaire a été mise en œuvre régresse, et ça bouleverse un certain nombre d'équilibres ou de partage dans ces quartiers. Et on voit bien qu'il y a une guerre des gangs. Le mot guerre n'est pas d'ailleurs d'une certaine façon usurpé, même s'il faut toujours avoir la mesure des mots. Mais il y a des règlements de compte qui sont effrayants. Je pense que c'était une bonne démarche, celle du ministère, de favoriser le rassemblement, forme de pacte national pour dire Marseille mérite mieux que cette image. Et c'est vrai, parce que Marseille a un dynamisme, parce que Marseille a un rayonnement, parce que Marseille a accueilli en grand nombre des touristes, parce que Marseille a des capacités qu'il convient de mettre davantage en valeur. C'est le sens même de la métropole qui va y être créée. Donc c'est bien qu'il y ait ce pacte, y compris parce que nous sommes à la veille d'élections municipales, il y a des concurrences multiples, y compris à l'intérieur d'un parti, et qu'il vaut mieux mettre toutes les personnalités pour qu'elles aillent dans le même sens. Faut-il mettre encore plus de moyens? Oui, et le ministre de l'Intérieur va le faire. Mais nous devons aussi penser que cette lutte
va exiger de la patience parce qu'il s'agit d'éradiquer des comportements qui sont installés depuis des années. Je ne parle pas des décennies, puisque Marseille a connu des violences pendant longtemps, à travers là aussi un certain nombre d'épisodes. Mais il faudra du temps, de la patience, des moyens, mais il y aura des résultats. Nous les devons aux Marseillais. Je pense à ceux qui sont, et c'est le plus grand nombre, attachés à leur ville et qui vivent douloureusement l'image qu'elle renvoie, alors que tant de choses positives s'y produisent. Et donc qu'ils sachent bien que la République est entièrement derrière les Marseillais pour qu'ils en terminent avec ces moments extrêmement douloureux et où chacun peut craindre pour sa propre existence dès lors que des règlements de compte se passent en pleine rue. Tout sera fait. Dans les règles, dans le respect de la loi, tout sera fait. Et ce qu'il faut, c'est extirper les trafics, et notamment le trafic de drogue dans ces cités. Merci. Voilà pour cette conférence de presse de François Hollande en clôture de ce G20 à Saint-Pétersbourg en Russie.